Je suis Sophia Bennett. J'ai 32 ans. Je suis graphiste à Denver, Colorado. Et ce matin, je me suis réveillé avec 29 appels manqués d'un numéro de l'Illinois. J'ai fixé mon téléphone si longtemps que mon café a refroidi dans ma main parce qu'au fond de moi, avant même d'écouter le moindre message vocal, je savais déjà de qui il s'agissait. Certains souvenirs ne s'estompent pas avec le temps. Ils attendent. Ils restent tranquillement dans les coins sombres de votre vie jusqu'à ce qu'un matin ordinaire. Ils se lèvent et vous ramènent complètement en arrière. Pour moi, ce fut un son, un numéro, un écran clignotant. Et soudain, j'avais de nouveau 12 ans, debout seul à l'intérieur de la gare Union de Chicago, regardant les seules personnes censées me protéger transformer ma peur en divertissement. Ma mère m'a laissé à une gare ferroviaire pour plaisanter. Ils ont ri. Ils ont en fait un pari pour savoir si je pouvais retrouver le chemin de la maison par moi-même. Je me souviens encore de la façon dont mon estomac s'est noué quand j'ai réalisé qu'il ne reviendrait pas me chercher. La façon dont chaque visage dans cette gare semblait inconnu. La façon dont toute la ville semblait trop grande, trop bruyante, trop froide pour une petite fille avec presque pas d'argent dans sa poche. Ce fut le jour où tout dans ma vie s'est divisé en deux versions, la fille que j'avais été avant ce moment et la personne que je devais devenir après. Je ne suis jamais revenu. Pas cette nuit-là, pas la semaine suivante, jamais. J'ai construit une vie différente, un nom différent et un avenir si éloigné d'eux que la plupart des jours, je pouvais presque croire qu'ils n'existaient plus. Mais ce matin, ces 29 appels manqués ont prouvé quelque chose que j'avais passé 20 ans à essayer d'enfouir. Le passé ne reste pas toujours là où vous le laissez. Parfois, il vient vous chercher. Et, le temps qu'il fait chez vous est-il parfaitement en accord avec votre humeur actuelle en ce moment? Grandir à Willow Creek, Illinois m'a appris très tôt que les apparences signifiaient tout dans ma famille. Pour nos voisins, nous avions l'air solide et respectable, le genre de famille américaine de classe moyenne que les gens montraient du doigt quand ils voulaient parler de travail acharné et de bonnes valeurs. Mes parents possédaient une petite chaîne de magasins d'articles ménagers, mais prospères. Le genre d'endroit qui vendait des robots de cuisine, de la literie, des cafetières discount et tous les articles ménagers aléatoires dont les gens oubliaient qu'ils avaient besoin jusqu'à ce qu'ils passent devant un présentoir lumineux. Le week-end, mon père faisait des grillades dans le jardin. Ma mère saluait les gens par-dessus la clôture, et tout le monde agissait comme si nous construisions le genre de vie que d'autres familles devraient admirer. Mais à l'intérieur de la maison, l'amour était toujours lié à la performance, et la sécurité dépendait de la question de savoir si ma mère s'ennuyait assez pour inventer une autre leçon. Elle adorait les appeler des leçons. C'était son mot préféré. Si je pleurais, j'étais trop sensible. Si je demandais de l'aide, j'étais impuissante. Si j'oubliais quelque chose, je devais apprendre la responsabilité. Elle pouvait transformer n'importe quelle erreur d'enfance normale en une raison de m'humilier. Et mon père la soutenait toujours avec un sourire, comme si la cruauté était une sorte de sport d'équipe qu'ils appréciaient tous les deux. Quand j'avais 8 ans, j'ai demandé une paire de baskets au centre commercial parce que mes vieilles chaussures se désagrégeaient aux orteils. Ma mère m'a dit que j'étais gâté, m'a conduite à un banc près de l'aire de restauration et a dit que si je voulais vivre dans le monde réel, je pouvais commencer par m'asseoir là seule et apprendre que personne ne me devait rien. Ils m'ont laissé là pendant presque 3 heures. Je me souviens d'avoir fixé le stand de bretzel, sentant la cannelle et le beurre, essayant de ne pas pleurer parce que chaque fois que je pleurais, cela semblait les amuser. Quand ils sont finalement revenus, mon père a ri et a demandé à ma mère si elle lui devait $20 parce qu'il avait deviné que je serais toujours assise au même endroit. Quand j'avais 10 ans, j'ai pleuré après un match de football junior parce qu'un groupe de garçons de l'école s'était moqué de moi sur le parking. Et au lieu de me consoler, mes parents ont conduit jusqu'à l'autre bout du parking du stade, m'ont dit de sortir et m'ont laissé là après le coucher du soleil parce que, selon ma mère, les larmes rendaient les gens faibles, et la faiblesse attirait un traitement pire. Je me suis assise sur un trottoir en béton, les bras serrés autour de mes genoux, regardant les camions partir un par un jusqu'à ce qu'ils reviennent près d'1 heure plus tard avec de la restauration rapide pour eux-mêmes et aucune excuse pour moi. Mon père a trouvé hilarant que je sois toujours là. Il a dit qu'il avait parié que j'essaierais de faire de l'autostop pour rentrer chez moi ou de supplier des étrangers pour obtenir de l'aide. C'était le schéma. Tout devenait un test. Tout devenait une blague à mes dépens. Tout devenait un moyen pour eux de prouver que le monde était dur, comme si j'avais besoin qu'ils le rendent encore plus dur. Le plus étrange était qu'ils ne se considéraient jamais comme cruels. Ils parlaient de caractère, de cran et de me préparer à la réalité.
Ils utilisaient de grands mots pour faire sonner des choses laides de manière noble. Si quelqu'un leur avait demandé, ils auraient dit qu'ils élevaient une fille indépendante. Mais l'indépendance n'était pas ce qu'ils construisaient. La peur l'était, l'hypervigilance l'était, le silence l'était. J'ai appris à étudier leurs humeurs avant de parler. J'ai appris à disparaître dans ma propre maison. J'ai appris que si je restais assez silencieuse, assez utile, assez invisible, peut-être pourrais-je passer une journée sans être choisi pour une de leurs expériences. Le seul endroit où j'avais l'impression d'exister en dehors de leurs règles était sur papier. Je dessinais constamment. Je dessinais au dos de reçus, dans les marges de devoirs scolaires, sur des blocs à croquis bon marché que j'achetais avec l'argent du babysitting. Je dessinais des chambres avec des portes verrouillées, des fenêtres de train pleines de lumière, des femmes debout sur des montagnes sans personne derrière elles. À 12 ans, je n'aurais pu vous expliquer rien de tout cela. Mais je sais maintenant que j'essayais de dessiner mon chemin hors de ma propre vie. Ce qui a fait basculer les choses était si petit que la plupart des parents ne s'en souviendraient même pas une semaine plus tard. J'ai eu un B+ en article. Pas en mathématiques, pas en sciences, en art, la seule matière qui me faisait me sentir vivante. J'en étais fier jusqu'à ce que je franchisse la porte d'entrée et que je voie ma mère tenant le bulletin comme si c'était la preuve d'un échec moral. Elle a demandé comment une fille qui passait tant de temps à dessiner pouvait encore réussir à la décevoir dans le seul cours dont elle se souciait soi-disant. Mon père a dit que j'étais peut-être en train de devenir paresseuse. Ma mère a dit que j'avais peut-être commencé à penser que l'effort était suffisant. Cette nuit-là, alors que j'étais assise dans ma chambre à faire semblant de faire mes devoirs, je les ai entendus parler dans la cuisine, leur voix basse et amusée de la manière qui me serrait toujours l'estomac. Ma mère a dit que j'avais besoin d'une leçon que je n'oublierai jamais. Mon père a dit qu'il parierait de l'argent là-dessus. Le lendemain matin, ils étaient si gais que ça me donnait la chair de poule. Ma mère a fait des crêpes. Mon père m'a même demandé si je voulais du jus d'orange. Ils m'ont dit que nous faisions une excursion d'une journée à Chicago, juste nous trois. Et pendant une seconde stupide et désespérée, j'ai pensé qu'ils essayaient peut-être de réinitialiser quelque chose. Peut-être s'était-il calmé. Peut-être que la dispute du bulletin était terminée. Peut-être que c'était la chose la plus proche d'une excuse que ma famille pouvait offrir. J'aurais dû m'en douter. Tout le trajet de Willow Creek à la ville m'a semblé étrange d'une manière que je ne pouvais pas nommer pleinement à l'époque. Mon père a gardé la radio forte et a tambouriné sur le volant comme s'il était de très bonne humeur. Ma mère se retournait constamment du siège passager pour me poser des questions dont elle savait déjà que je répondrais avec prudence. Est-ce que je me trouvais intelligente? Est-ce que je pensais que les filles intelligentes étaient prêtes pour le monde réel? Est-ce que je pensais que la vie se soucierait de savoir si j'avais peur? Chaque réponse que je donnais semblait les amuser. Chaque fois que j'essayais de rester silencieuse, ils poussaient plus fort. Au moment où la ligne d'horizon est apparue, j'avais cette sensation familière dans mon corps, celle qui disait que quelque chose de mauvais arrivait, et que je ne serais pas autorisé à m'y préparer. Nous nous sommes garés près de la gare Union vers midi. Je n'avais jamais rien vu d'aussi grand ou d'aussi bondé de près. La gare semblait être une ville entière compressée sous un même toit. Des gens avec des valises à roulettes se pressaient dans toutes les directions, hommes d'affaires, familles, touristes, étudiants, tous se déplaçant comme s'ils appartenaient là. Je suis resté près de mes parents parce que je ne savais pas où d'autre me tenir. Dans le hall principal, ma mère a pointé un énorme pilier près de l'entrée et m'a dit d'attendre juste là pendant qu'ils déplaçaient la voiture et prenaient le déjeuner. 15 minutes, a-t-elle dit. Peut-être 20. J'ai demandé si je pouvais les accompagner, et mon père a ri si fort que les gens se sont retournés pour regarder. Il a dit que j'avais 12 ans, pas 2. Ma mère s'est penchée et m'a dit de ne pas l'embarrasser en public, alors j'ai hoché la tête et suis resté près du pilier pendant qu'il s'éloignait. Je me souviens d'avoir vérifié la grande horloge de la gare encore et encore. 15 minutes se sont écoulées, puis 30, puis 45. Au début, je me disais que le stationnement était mauvais, ou que la file d'attente pour la nourriture était longue, ou qu'il s'était perdu. 1 heure plus tard, ma poitrine a commencé à me faire mal. 1 heure et demie plus tard, je pouvais sentir la panique monter si vite que mes mains tremblaient. J'avais $9 dans ma poche. Pas de téléphone, pas d'adresse écrite, aucune idée du fonctionnement des trains. Je ne m'étais jamais sentie aussi petite de ma vie. J'ai commencé à marcher à quelques mètres du pilier, puis à me précipiter en arrière parce qu'il m'avait dit de ne pas bouger. Et même alors,
une partie de moi était encore terrifiée de faire la mauvaise chose. La gare est devenue plus bruyante à mesure que l'après-midi avançait. Chaque annonce au haut-parleur faisait bondir mon cœur. Chaque femme aux cheveux foncés me faisait tourner la tête. Chaque seconde s'étirait jusqu'à devenir cruelle. Puis j'ai vu la voiture à travers les fenêtres avant. Passant lentement devant la rue à l'extérieur, j'ai vu notre voiture glisser. Tout mon corps a tressailli d'un soulagement si fort que j'ai failli rire. J'ai couru vers la vitre, agitant les deux bras, et pendant une fraction de seconde, j'ai vraiment cru qu'ils étaient revenus. Mon père conduisait. Ma mère était sur le siège passager. Tous les deux me regardaient droit dans les yeux. Mon père a souri en premier. Pas le sourire soulagé de quelqu'un qui a retrouvé un enfant perdu. Le sourire de quelqu'un qui regarde une chute atterrir exactement comme il l'espérait. Ma mère a baissé sa vitre et s'est penchée juste assez pour que je l'entende par-dessus le trafic. Elle a crié, « Je parie $50 que tu ne peux même pas retrouver le chemin de la maison. » Puis elle a ri. Mon père a ri avec elle. Il a levé une main du volant pour un petit pouce stupide comme s'il se félicitait d'être intelligent. Puis la voiture a continué sa route et a disparu dans la circulation. Ce fut le moment où le monde a changé de forme pour moi. C'était une chose de craindre qu'il m'oublie. C'était une chose de suspecter qu'il m'enseignait une autre leçon. C'était tout autre chose de les voir choisir cela, de les regarder en profiter, de réaliser que ma peur n'était pas un effet secondaire de ce qu'ils faisaient. C'était le but. Je suis resté figé jusqu'à ce que quelqu'un me frôle et murmure « Excusez-moi ». Et le son de la voix d'un étranger m'a ramené à mon corps. Je suis rentré en courant parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. J'ai erré d'un bout à l'autre de la gare, pleurant par intermittence, m'essuyant le visage toutes les quelques minutes parce que j'étais encore gêné d'être vu bouleversé. Mes parents m'avaient aussi entraîné à cela. J'ai essayé de penser à quelqu'un que je pourrais appeler, mais il n'y avait personne. J'ai essayé d'imaginer le chemin du retour, mais la maison aurait aussi bien pu être un autre pays. Je me suis assis sur un banc, puis me suis relevé, puis j'ai marché en cercle jusqu'à ce que mes jambes me fassent mal. À un certain moment, j'ai arrêté de m'attendre à ce qu'ils reviennent. À un certain moment, l'attente a cessé et l'abandon a commencé. Cette différence peut sembler minime, mais quand on a 12 ans, cela ressemble à une chute à travers la glace. J'ai passé presque 3 heures à l'intérieur de la gare Union après qu'il m'ait laissé là. Assez longtemps pour que la lumière extérieure commence à changer. Assez longtemps pour que les foules se clairsements et se remplissent à nouveau. Assez longtemps pour que j'arrête de penser en phrases complètes et que je me mette à agir uniquement par instinct. Je suis resté loin des portes parce que j'avais peur de sortir dans la ville et de me perdre encore plus. Je suis resté loin de la police parce que mes parents m'avaient toujours dit que si je causais des problèmes, les figures d'autorité aggraveraient tout. Je suis resté loin des étrangers parce que les mêmes personnes qui m'avaient abandonné avaient passé des années à m'enseigner que demander de l'aide était une faiblesse. En y repensant, je crois que ce fut l'une des parties les plus cruelles de ce qu'ils ont fait. Ils m'ont appris à ne faire confiance à personne, puis m'ont laissé dans un endroit où la confiance était la seule chose qui aurait pu me sauver rapidement. La personne qui m'a finalement remarqué était une employée de la gare nommée Maria. Elle avait une 50aine d'années, des yeux fatigués et le genre de voix calme qui vous donnait envie de dire la vérité même lorsque vous aviez peur. Elle m'avait apparemment vu passer plusieurs fois devant la même rangée de sièges et de distributeurs automatiques. Elle m'a arrêté près d'un couloir menant aux bureaux administratifs et m'a demandé si j'étais perdu. J'ai immédiatement menti. J'ai dit que j'attendais mes parents. Elle a demandé depuis combien de temps j'attendais. J'ai dit que je ne savais pas. Elle a demandé si j'avais mangé. Ce fut la question qui m'a brisé. J'ai commencé à pleurer si fort que je pouvais à peine respirer. Toute la honte que j'avais ravalée depuis midi a éclaté en un flot laid. Je lui ai dit qu'ils m'avaient laissé. Je lui ai dit qu'ils avaient dépassé la gare en voiture et avaient ri. Je lui ai dit que ma mère avait parié de l'argent pour savoir si je pouvais retrouver le chemin de la maison. Maria n'a pas réagi comme mes parents l'auraient fait. Elle ne m'a pas dit de me calmer ou de m'accuser d'être dramatique. Elle s'est accroupie légèrement pour que son visage soit à mon niveau et a dit très clairement « Vous êtes en sécurité en ce moment et je vais vous aider ». La sécurité a été appelée en premier, puis la police des transports. Un officier a pris ma déclaration tandis qu'un autre vérifiait les caméras de la gare couvrant l'entrée principale. Ils ont pu confirmer que j'étais resté là longtemps et qu'une voiture correspondant à ma description avait ralenti près du trottoir extérieur avant de repartir.
Cela a eu de l'importance plus tard. À l'époque, tout ce que je savais, c'est que les adultes autour de moi étaient soudainement devenus très sérieux. L'un des officiers a demandé les noms de mes parents, notre adresse, le nom de notre magasin, tout ce dont je pouvais me souvenir. Un autre m'a apporté de l'eau et des crackers parce que je n'avais pas mangé depuis le petit déjeuner. Quand ils ont finalement joint mes parents par téléphone, je n'ai pu entendre que la moitié de la conversation. Mais je n'oublierai jamais l'expression sur le visage de l'officier. Elle est passée d'un professionnalisme prudent à une incrédulité ouverte en environ 10 secondes. Il a demandé s'il revenait immédiatement à Chicago. Puis il est resté silencieux un long moment, a écouté et a dit « Non, madame ». Laisser une enfant de 12 ans dans une grande gare de transit n'est pas une leçon d'indépendance. C'est un abandon d'enfant. Tout mon corps est devenu froid quand j'ai entendu ces mots. Non pas parce qu'ils semblaient trop durs, mais parce qu'ils convenaient. En début de soirée, j'étais assise dans une petite salle d'entretien avec une assistante sociale pendant qu'un rapport était préparé. Elle a expliqué que parce que mes parents refusaient de revenir tout de suite et insistaient toujours sur le fait que c'était une décision parentale, je ne pouvais pas simplement être renvoyé chez moi, même s'ils changeaient d'avis plus tard. Il y aurait un placement d'urgence jusqu'à ce que le tribunal des affaires familiales examine l'affaire. Je ne comprenais pas la majeure partie du langage juridique, mais je comprenais l'expression sur son visage. Elle me croyait. Plus que cela, elle croyait que je n'avais pas été en sécurité bien avant ce jour. J'étais terrifié quand ils m'ont dit que je passerais la nuit avec une famille d'accueil. J'avais grandi avec des histoires sur ce qui arrivait aux enfants qui étaient enlevés. Mais ensuite, j'ai rencontré Mark et Laura Bennett. Ils n'étaient pas glamour, et ils n'essayaient pas trop fort de paraître parfaits. Il était photographe avec des taches d'encre sur les doigts à force de manipuler des tirages. Elle était institutrice de maternelle et sentait légèrement la lotion et le papier de classe. Leur maison était chaleureuse et encombrée d'une manière qui donnait l'impression qu'elle était habitée plutôt que chaotique. Il y avait une lampe allumée dans l'entrée, des photos de famille encadrées au mur, et un lit pour chien dans un coin, même si le chien lui-même dormait quelque part à l'arrière. Laura m'a demandé si je voulais des spaghettis ou de la soupe. Mark m'a demandé si je préférais la lumière du couloir allumée ou éteinte quand j'allais me coucher. Personne n'a crié quand j'ai dit que je ne savais pas. Personne ne s'est moqué de moi parce que j'avais pleuré à table après avoir pris 2 bouchées et réalisé que j'étais trop épuisé pour faire semblant d'aller bien. Cette première nuit dans leur chambre d'amis, j'ai à peine dormi. Chaque portière de voiture à l'extérieur me faisait tressaillir. Chaque craquement dans le couloir me faisait m'asseoir. Mais même à travers toute cette peur, une pensée ne cessait de tourner dans mon esprit. Un étranger à une gare m'avait montré plus de gentillesse en 5 minutes que ma propre mère ne m'en avait montré en des années. Je n'avais pas encore les mots pour cela. Je savais seulement que le monde semblait soudainement différent. Et une fois que l'on voit que d'autres personnes sont capables de vous protéger, il devient impossible de continuer à appeler la cruauté normale. Les jours qui ont suivi ont ressemblé à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Je suis allé de la maison Bennett à des réunions avec des assistants sociaux, puis à des évaluations thérapeutiques, puis à un tribunal pour enfants en centre-ville où des adultes parlaient d'une voix prudente de mon avenir, comme s'il était à la fois fragile et d'une importance urgente. Mes parents se sont présentés avec un avocat et exactement la même attitude qu'ils avaient toujours eue à la maison. Calme, offensé, légèrement amusé que quiconque prenne cela si au sérieux. Ma mère portait un blazer marine et des boucles d'oreilles en perles comme si le fait de paraître respectable effacerait ce qu'elle avait fait. Mon père restait appuyé sur sa chaise, les bras croisés, comme si tout cela n'était qu'un inconvénient qu'il finirait par surmonter. Ils n'ont pas nié m'avoir laissé à la gare Union. C'était la partie incroyable. Ils l'ont admis. Ils ont juste insisté sur le fait que c'était contrôlé, éducatif, nécessaire. Ma mère a même dit qu'ils essayaient de développer ma résilience. Mon père a dit que les enfants de ce pays étaient devenus trop faibles et que quelqu'un devait leur apprendre comment le monde réel fonctionnait. J'étais assise en face d'eux, écoutant cela, et j'ai réalisé quelque chose qui m'a changé presque autant que la gare elle-même. Ils n'allaient jamais devenir le genre de parents qui comprenaient ce qu'ils avaient fait. S'ils avaient été capables de cette sorte d'honnêteté, ils auraient fait demi-tour avant même d'atteindre l'autoroute. Le rapport du thérapeute nommé par le tribunal décrivait un schéma d'abus émotionnel, d'humiliation, de négligence et de mise en danger croissante. Ces mots n'étaient pas les miens, mais les entendre à voix haute m'a fait l'effet d'oxygène entrant dans une pièce verrouillée. Pendant des années,
j'avais pensé que mon enfance était en quelque sorte de ma faute parce que c'était plus facile que de croire que les personnes en charge de moi choisissaient délibérément de me faire du mal. Le rapport l'a clairement établi. Ce n'avait pas été un malentendu. Ce n'avait pas été un style parental strict. Cela avait été de la maltraitance déguisée en langage de classe moyenne. Lorsque le juge a finalement demandé si je voulais rentrer chez moi pendant que le tribunal surveillait la famille, j'ai dit non, si vite que la réponse a semblé me choquer moi-même. Ma mère m'a regardé comme si je l'avais giflé. Mon père a marmonné quelque chose sous sa respiration à propos de l'ingratitude. Le juge n'a pas bronché. La phase suivante était censée être un chemin vers la réunification, des cours de parentalité, une thérapie familiale, des visites supervisées, des examens réguliers, un long processus conçu pour donner à mes parents une chance de prouver qu'ils pouvaient changer. Sur le papier, cela semblait juste. En réalité, mes parents l'ont traité comme une insulte publique. Ils détestaient l'idée d'être évalués. Ils détestaient l'idée d'une surveillance. Ils détestaient que les enseignants, les thérapeutes et les officiers de justice aient désormais accès à la face privée de la famille qu'ils avaient passé des années à polir pour tout le monde. Mon père s'est davantage plaint des dommages à la réputation du magasin qu'il ne l'a fait de la perte de ma garde. Ma mère n'arrêtait pas de dire qu'elle ne laisserait pas l'État lui dire comment élever son propre enfant. Et puis, au moment le plus important de toute l'affaire, on leur a donné un choix. Ils pouvaient s'engager dans un programme de réunification de 2 ans et faire tout ce que le tribunal exigeait. Ou ils pouvaient volontairement renoncer à leurs droits parentaux. Ils ont choisi de renoncer. Juste comme ça. Ma poitrine ne s'est pas brisée dans la salle d'audience comme vous pourriez l'imaginer. Elle est devenue étrangement immobile. J'avais passé toute ma vie à essayer d'être assez bonne pour qu'ils ne se retournent pas contre moi. Et à la fin, ils m'ont abandonné plutôt que d'admettre qu'ils avaient tort. Ce fut la vérité qui est restée le plus longtemps avec moi. Ils ne m'ont pas perdu parce que le système me l'a volé. Ils m'ont livré pour protéger leur fierté. Après cela, les choses ont bougé plus vite. Les Bennett étaient déjà des parents nourriciers agréés, et au cours des mois suivants, ils sont devenus quelque chose d'entièrement différent. Marc a commencé à me mettre de côté de vieux magazines de photographie et des livres d'art parce qu'il avait remarqué la fréquence à laquelle je dessinais. Laura frappait avant d'entrer dans ma chambre, ce qui semble une chose si insignifiante jusqu'à ce que vous grandissiez dans une maison où la vie privée n'existe pas. Ils ont appris quels aliments me rendaient anxieuse à cause d'anciennes punitions liées au dîner. Ils ont arrêté de me demander de regarder dans les yeux quand j'étais bouleversé. Ils n'ont pas exigé l'amour, la gratitude ou une confiance instantanée. Ils sont juste restés. La stabilité peut sembler presque surnaturelle pour un enfant qui ne l'a jamais eue. L'adoption a été finalisée après que suffisamment de temps se soit écoulé pour que tout le monde puisse prétendre que le processus était ordonné. Mais émotionnellement, elle était déjà survenue bien avant que le juge ne signe les derniers papiers. Quand on m'a demandé si je voulais changer de nom, je n'ai pas hésité. Jennifer Caldwell appartenait à une fille qui était restée dans une gare avec $9 dans sa poche et aucune idée si elle serait vivante ou morte pour sa propre famille à la fin de la journée. Sophia Bennett appartenait à quelqu'un d'autre, quelqu'un avec sa propre chambre, un bureau avec des fournitures de dessin, une famille qui ne riait pas quand elle avait peur. Je me souviens encore de la première nuit après l'officialisation de l'adoption. Laura a mis des draps frais sur mon lit comme elle le faisait toujours le dimanche. Marc a laissé un nouveau carnet de croquis sur mon bureau, et personne n'a fait de discours sur la chance que je devrais ressentir. Ils ont agi comme si j'avais toujours été la leur. Cette certitude tranquille a guéri plus en moi que n'importe quel moment dramatique n'aurait pu le faire. Elle m'a appris que le véritable amour ne vous met pas à l'épreuve pour prouver que vous le méritez. Le véritable amour vous fait de la place avant que vous ne sachiez comment vous y détendre. La guérison ne s'est pas produite d'un coup, et elle ne s'est certainement pas produite en ligne droite. Les gens aiment les histoires où un acte de sauvetage arrange tout, où l'enfant blessé s'épanouit instantanément au moment où il est placé dans un meilleur foyer. Ma vie n'était pas comme ça. Pendant des années, mon corps a continué à réagir à la gentillesse comme si elle pouvait être un piège. Si Laura me disait qu'elle serait de retour dans 15 minutes après être allée au magasin, je devais combattre l'envie de regarder par la fenêtre jusqu'à ce que sa voiture revienne. Si Marc était en retard pour venir me chercher après un événement scolaire à cause des embouteillages, je pouvais sentir la panique monter si vite que mes mains devenaient engourdies. Je détestais attendre dans les lieux publics. Je détestais qu'on me dise de rester en place. Je détestais l'expression « je reviens tout de suite ».
La thérapie a aidé, mais c'était un travail lent. Le genre qui vous force à dire des vérités laide à voix haute jusqu'à ce que votre système nerveux commence lentement à croire ce que votre esprit veut qu'il sache. J'ai appris les mots traumatisme et abus émotionnels et hypervigilance. J'ai appris qu'être blessé encore et encore ne vous rend pas plus fort comme les personnes cruelles le prétendent. Cela vous rend apte à vous adapter au danger. Cela vous rend brillante pour la survie et terrible pour le repos. À travers tout cela, les Bennett ne m'ont jamais pressé. Ils venaient aux événements scolaires, m'aidaient avec mes devoirs, se souvenaient des sujets qui me déclenchaient et me laissaient ma porte de chambre fermée quand j'avais besoin d'espace. Ils n'ont pas essayé d'effacer ce qui s'était passé. Ils m'ont aidé à construire une vie qui n'était plus la seule chose à me définir. L'art est devenu plus qu'une évasion. Il est devenu une structure, un langage, la preuve que je pouvais créer quelque chose de beau sans la permission de personne. Je m'y suis consacré tout au long du lycée, puis dans mes candidatures universitaires, puis dans chaque examen de portfolio et session de studio nocturne après mon admission à l'Art Institute of Chicago. Retourner vers la ville qui m'avait autrefois effrayé n'était pas symbolique au début. C'était pratique. L'école me convenait. Le programme était solide, mais quelque part durant ces années, j'ai réalisé que je récupérais quelque chose. La même ville où j'avais autrefois été abandonnée est devenue l'endroit où je me suis construite. J'ai étudié le design graphique, travaillé à temps partiel, suivi une thérapie et appris à exister parmi des gens qui n'exigeaient pas que je me rétrécisse. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai pris un emploi à Denver dans une entreprise de branding spécialisée dans l'identité visuelle des petites entreprises. Et pour la première fois de ma vie, je vivais assez loin de l'Illinois pour que la géographie elle-même semble être de mon côté. Denver m'a donné de l'espace. De nouvelles rues, de nouvelles habitudes, un nouveau temps, un air assez sec pour me vider la tête. Finalement, j'ai commencé à prendre des clients indépendants en parallèle, puis j'ai ouvert mon propre studio. J'ai bâti une réputation pour une narration visuelle claire. Le genre de travail qui aidait les gens à exprimer clairement qui ils étaient et ce qu'ils représentaient. Parfois, l'ironie de tout cela était presque amusante. Toute ma carrière a découlé du fait que j'avais passé mon enfance piégé dans les mensonges de quelqu'un d'autre. J'ai rencontré Alex par l'intermédiaire d'un ami lors d'une pendaison de crémaillère. Il était ingénieur logiciel, patient d'une manière qui ne semblait pas performative et très difficile à ébranler. Lors de notre 3e rendez-vous, je lui ai dit que j'avais une histoire familiale compliquée. Lors de notre 5e, je lui en ai dit un peu plus. Des mois plus tard, lorsque je lui ai finalement parlé de la gare Union, il n'a pas interrompu, n'a pas surréagi, ne m'a pas offert une phrase paresseuse sur le fait que tout arrive pour une raison. Il a simplement tendu la main sur la table, a pris la mienne et a dit « Cela n'aurait jamais dû vous arriver ». La simplicité de cela m'a presque anéanti. Nous avons construit notre vie de la même manière que je m'étais reconstruite. Lentement, délibérément, avec de la place pour l'honnêteté. Nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie avec Marc me conduisant à l'hôtel et Laura ajustant le dos de ma robe en essayant de ne pas pleurer. Nous avons adopté un chien de refuge nommé Max, un bâtard avec une oreille déchirée et l'âme prudente de quelque chose qui avait aussi été abandonné trop tôt. J'ai bloqué tous les comptes que mes parents biologiques ont jamais essayé d'utiliser pour me contacter. Facebook, Instagram, d'anciennes adresses e-mail. J'ai même changé de numéro de téléphone une fois après qu'un message vocal de vacances d'une ligne de l'Illinois m'ait fait trembler pendant 1 heure. Je ne parlais pas d'eux à moins d'y être obligé. Je n'ai pas visité Willow Creek. Je n'ai pas utilisé mon ancien nom. La plupart des jours, je pouvais passer des semaines entières sans penser à Jennifer Caldwell du tout. C'était la vie que j'avais construite au moment où les appels manqués sont arrivés. Un bon mariage, un studio avec des clients fidèles, des promenades matinales avec Max, des dîners entre amis, des appels du dimanche avec Marc et Laura, une vie si tranquille et entière que parfois je me demandais si la paix semblait toujours aussi étrange aux gens qui n'avaient pas grandi en se battant pour elle. Puis mon téléphone s'est allumé avec 29 appels manqués de l'Illinois, et le sol sous cette paix a bougé. Il y avait un message vocal. Puis un email d'une adresse que je ne connaissais pas. Puis une demande de contact sur LinkedIn, la seule plateforme que j'avais gardée publique pour le travail. C'était le détail qui m'a fait comprendre que cela avait demandé des efforts. Quelqu'un avait cherché. Quelqu'un avait finalement lié Sophia Bennett à la fille dont il s'était autrefois moqué à travers une vitre de voiture. Je me suis assise à mon comptoir de cuisine, le téléphone à la main, tandis que Max se pressait contre ma jambe et qu'Alex regardait mon visage devenir blanc.
J'avais passé 20 ans à m'assurer que le passé restait enfoui. Quoi qu'il se passait maintenant, il l'avait déterré à pleine main. Le message vocal ne venait pas de ma mère. Il venait de ma jeune sœur, Anna. Je n'avais pas entendu sa voix depuis qu'elle était une petite fille me suivant dans le couloir avec des chaussettes dépareillées, trop jeune pour comprendre pourquoi l'air dans notre maison semblait toujours chargé. Sa voix sonnait plus âgée, plus dure, comme le font les voix quand la vie les a durement éprouvées. Elle a dit que notre mère avait un cancer avancé. Elle a dit que notre père avait eu un léger accident vasculaire cérébral 6 mois plus tôt. Elle a dit que les magasins étaient partis, pas en difficulté, partis. Un par un, fermés ou vendus à perte après que l'histoire familiale que je pensais enterrer dans les registres du tribunal refasse surface de la pire façon possible pour eux. Un parent avait posté l'incident de la gare dans un groupe Facebook local après que ma mère, dans un acte d'hypocrisie sidérant, ait laissé un commentaire sur le post parental de quelqu'un d'autre disant que les enfants d'aujourd'hui avaient besoin d'une discipline plus forte. Ce seul commentaire a ouvert la porte. De vieux voisins ont commencé à parler. Une ancienne greffière du tribunal à la retraite, qui aurait probablement dû s'occuper de ses affaires mais ne l'a pas fait, a laissé entendre que les rumeurs étaient vraies. Quelqu'un a trouvé une vieille brève de journal sur une affaire de garde liée à une enquête sur l'abandon de mineurs. Puis un ancien employé de l'un des magasins a témoigné de ce que mes parents étaient en coulisses. L'image qu'ils avaient passé des décennies à cultiver s'est effondrée en public, rapidement et de manière laide. Les clients ont cessé de venir. Les gens se sont rendus dans de plus grands magasins de chaînes dans la ville voisine plutôt que de leur donner $1 de plus. Les amis de l'église sont devenus silencieux. Les groupes civiques ont arrêté d'appeler. Willow Creek, qui les avait autrefois protégés par des commérages et de la politesse, s'est retourné contre eux avec les mêmes outils. Anna a dit qu'ils vivaient maintenant dans un appartement subventionné en dehors de la ville. Pas de maison, pas de magasin, pas de statut, plus aucune version de l'ancienne famille pour se cacher. Puis elle a prononcé la phrase qui m'a dit exactement pourquoi il y avait eu 29 appels manqués au lieu d'un message respectueux. Ils voulaient que je revienne. Non pas parce qu'ils étaient soudainement devenus des personnes différentes. Non pas parce que le temps les avait rendus assez courageux pour affronter la vérité. Mais parce qu'ils n'avaient plus d'option et étaient terrifiés de mourir seuls. J'ai demandé à Anna pourquoi elle appelait si elle savait que j'avais toutes les raisons de ne pas répondre. Il y a eu une longue pause et puis elle a dit, parce que je voulais que vous l'entendiez de quelqu'un qui ne vous ment pas. Elle m'a dit qu'elle avait également rompu le contact, non pas des années plus tôt mais récemment, après être devenue mère elle-même et avoir finalement demandé des copies des documents du tribunal pour comprendre ce qui s'était réellement passé quand j'avais disparu de la famille. Nos parents lui avaient raconté une version édulcorée pendant des années, que j'avais réagi de manière excessive, que l'État avait outrepassé ses droits, que j'avais été manipulé par des parents nourriciers qui voulaient une fille. Anna a dit que la lecture de ces documents lui avait fait l'effet d'être frappée par un camion. Elle a regardé son petit garçon après cela et a réalisé qu'elle ne pourrait plus jamais laisser des gens comme cela s'approcher de lui. Entendre cela aurait dû me faire sentir triomphante. Au lieu de cela, cela m'a rendu fatigué à un endroit plus profond que la colère. Elle a demandé si je viendrais. J'ai dit que j'y penserais. Alex m'a dit que je ne leur devais rien. Laura m'a dit que quoi que je choisisse, cela devait être pour ma paix, pas pour leur confort. Marc a dit très calmement que certaines personnes ne cherchent le pont qu'après avoir brûlé la maison. J'ai ruminé cela toute la nuit. Au matin, je savais une chose clairement. Je n'allais pas y retourner pour les sauver. J'y allais pour y mettre fin de ma propre voie. J'ai pris l'avion pour Chicago 2 jours plus tard et j'ai fait le reste du chemin en voiture jusqu'à l'hôpital où ma mère recevait un traitement. La chambre sentait le désinfectant et la peur rassis. Mon père semblait plus âgé que je ne l'avais imaginé, plus petit aussi, comme si la maladie et la disgrâce l'avaient finalement réduit à l'homme ordinaire sous la performance. Ma mère avait toujours ce visage instinctivement arrangé, même à moitié malade. Comme si la dignité était quelque chose qu'elle pouvait appliquer comme du rouge à lèvres. Pendant une seconde, personne n'a parlé. Puis ma mère a commencé à pleurer avant même que je ne m'asseye. Pas un pleur silencieux non plus. Le genre conçu pour attirer l'attention. Elle a dit mon nom, mon ancien. Je l'ai corrigé une fois et une seule fois. Sophia. Elle a hoché la tête, s'essuyant le visage. Et mon père a dit qu'ils avaient fait des erreurs. Des erreurs? Le même mot lâche que les gens utilisent quand la vérité est trop laide pour être prononcée à voix haute. Je leur ai dit non. Une erreur,
c'est de manquer une sortie. Une erreur, c'est d'oublier du lait au magasin. Ce qu'ils ont fait était délibéré. Ils ont laissé une fille de 12 ans dans une gare dans une ville qu'elle ne connaissait pas, ont ri pendant qu'elle paniquait, et ont ensuite passé 20 ans à mentir à ce sujet pour se protéger. Mon père a commencé à parler, probablement pour s'expliquer, mais je n'étais pas venu de si loin pour écouter une autre défense enveloppée d'un langage plus doux. Je leur ai dit qu'ils avaient transformé ma peur en un jeu. Et la raison pour laquelle ils étaient assis là maintenant sans entreprise, sans respect, et sans aucune de leurs filles à leur côté était que les jeux se terminent. Les gens découvrent. Les enfants grandissent. La vérité finit par éclater même dans les petites villes qui pensent que le silence peut tout enterrer. Ma mère a demandé si je pouvais leur pardonner. Je lui ai dit que le pardon n'était pas une dette que je devais à des gens qui ne venaient me chercher que lorsque leur vie s'effondrait. J'ai dit la phrase que j'avais portée sous une forme ou une autre depuis que j'avais 12 ans. Vous avez parié si je pouvais retrouver le chemin de la maison. Je l'ai fait. Je ne suis juste pas revenu chez vous. Ils ont tous deux pleuré alors, mais pour une fois leurs larmes ne m'ont pas ému. Je n'étais pas cruel. Je n'ai pas crié. Je ne les ai pas insultés. C'est la partie qui m'a le plus surprise. La vengeance, quand elle est enfin venue, n'a pas été bruyante. Elle était froide, claire, exacte. Je leur ai dit que je ne paierais pas de facture, ne gérerais pas de soins, ni ne rétablirais de contact. Je leur ai dit qu'Anna avait tout à fait le droit de protéger son propre enfant d'eux. Je leur ai dit que ma famille était au Colorado, et l'Illinois avec les gens qui avaient réellement gagné ce mot. Puis je me suis levé. Mon père a demandé si c'était vraiment un adieu. Je l'ai regardé et j'ai dit que c'était un adieu depuis 20 ans. Vous êtes juste les derniers à comprendre cela. Je suis sorti après 20 minutes et n'ai pas regardé en arrière. Sur le parking, l'air était mince et lumineux. Je me suis tenu là, les mains tremblantes, non pas de regret, mais de l'étrange libération qui vient quand quelque chose qui vous prend enfin une forme que vous pouvez laisser derrière vous. Pendant le vol de retour, j'ai pensé à la petite fille de la gare Union, celle qui avait cru qu'être abandonnée signifiait être indésirable pour toujours. Elle s'était trompée. Elle était indésirable par deux personnes brisées qui confondaient la cruauté avec la force, mais elle n'était pas indigne d'amour. Il y a une différence, et l'apprendre m'a sauvé la vie. S'il y a une leçon à tirer de ce qui m'est arrivé, c'est celle-ci, la maltraitance ne devient pas de la discipline juste parce qu'un parent utilise des mots plus propres pour la désigner. L'humiliation ne forge pas le caractère. La peur ne rend pas les enfants plus forts. Elle ne fait que les vieillir avant l'heure. Et s'éloigner des gens qui vous font du mal, même s'ils partagent votre sang, n'est pas de l'amertume. Parfois, c'est la chose la plus saine que vous ferez jamais. Je n'ai pas quitté cet hôpital en me sentant coupable. Je suis parti en me sentant éduqué par ma propre survie. La famille dans laquelle vous êtes né peut façonner vos blessures, mais elle n'a pas le droit de définir votre avenir. Le véritable amour ne rit pas quand vous avez peur. La vraie famille ne teste pas si vous pouvez survivre sans elle. La véritable guérison commence au moment où vous arrêtez d'appeler la cruauté une leçon et où vous l'appelez ce qu'elle était. Et une fois que vous faites cela, vous pouvez construire une vie si honnête, si stable et si pleine de paix que même les personnes qui vous ont brisé ne peuvent pas vous la reprendre.